Salut les terriens, salut les terriens. Bienvenue dans SLT Summer 2014, votre talk de l'été. 5 terriens de choix. Avec nous ce soir, Nora Hamzaoui. Nora Hamzaoui, bonsoir. Alors vous savez que dans SLT Summer, nous faisons le bilan de leur saison avec nos invités. Et pour vous, ce bilan va être très positif. D'abord, succès dans le Before du Grand Journal avec les OO de Nora. Ouais. Ensuite, succès au Grand Journal et classé 5e des Françaises les plus drôles par le magazine GQ. Oui. Ils vous ont vu à poil? Non. Robert Ménard. Alors, Robert Ménard, bonsoir. Vous avez marqué l'année en étant élu maire de Béziers. Alors, Béziers, je rappelle pour nos amis téléspectateurs, c'est cette petite ville du sud de la France qui fournit des candidats à la télé-réalité. Laurent Ruquier. Et voilà, Laurent Ruquier sera à la rentrée le nouvel animateur des grosses têtes sur RTL. Bravo Laurent. Bravo. Merci Thierry. Vous avez répété, Laurent, est-ce que vous pouvez nous faire la trompette RTL? C'est ça? Pas mal. Ah, voilà. Et vous, comment ça fait? Ah ouais, C'est quand même mieux. Et Vincent Autain et Bruno Boileau, bonjour. Alors, vous êtes donc les 2 premiers homosexuels, vous êtes mariés en France et vous êtes ce soir ici nos héros de l'actu de l'année. 1 an de mariage. Laurent, c'est quoi? C'est noces de cuir, non? Ou de caoutchouc. Ou de latex. Pas mal. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir dans notre série Que sont-ils devenus? Patrick Hernandez. Born to be alive. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens, Summer 2014 et le groupe Les Gréments de Fortune. Robert Ménard, rebonsoir. Alors Robert, quand je vous ai connu, vous étiez président de Reporters sans frontières et je vous donnais un coup de main en fait pour organiser des ventes aux enchères d'appareils photo. Absolument. On donnait un jetable à, je sais pas, Woody Allen par exemple, on lui a donné un. Il faisait des photos, on le mettait aux enchères sans que la personne, évidemment, ne sache ce qu'il y avait dans l'appareil photo. Alors, à 20 ans, vous militiez à la LCR, ensuite président de Reporters sans frontières. Aujourd'hui, vous êtes maire de Béziers. Vous n'êtes pas Front National, vous avez quand même l'appui du Front National. Que s'est-il passé? Un pain au chocolat, vous aussi, non? Non, sérieusement, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'on regarde la réalité changer. Qu'un certain nombre de choses dont on pensait qu'elles étaient efficaces, qu'elles permettaient de changer le monde, ne le permettent pas. À un moment donné, il faut faire quelque chose et il faut changer. Ce que vous dites, c'est qu'avant, pour changer le monde, il fallait être trotskiste. Aujourd'hui, il faut être proche du FN. Non, ce qu'il faut changer le monde, c'est être à l'écoute des gens. Ouais. Je suis maire d'une ville où il y a 75 000 habitants. C'est une ville pauvre qui a besoin d'être choyée, aimée, câlinée, mise en valeur et je m'y emploie, c'est tout. Donc aujourd'hui, vous êtes maire de Béziers avec 47% des voix. Je suis le maire qui a eu le plus de voix dans l'histoire de Béziers. On regarde. Dès ce soir, je suis le maire de tous les Biterrois. Je veux être le maire d'un Béziers uni. Après cette période électorale et ses oppositions, ses confrontations, doit venir le temps du rassemblement et de l'apaisement. Voilà, Robert Ménard, maire de Béziers. Alors, on va pas faire de l'idéologie, de la polémique, on va prendre les mesures que vous avez prises. Alors, couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans non accompagnés. Ça marche pas pour les Arabes, c'est juste pour les mineurs. Première mesure, je baisse les impôts. Oui. Ah oui, mais il faut le dire, c'est pas rien dans une ville où les impôts sont trop élevés. Et l'argent, vous le trouvez où quand vous baissez les impôts? Je fais des économies. Ah, et comment on fait des économies? On fait des économies sur les élus, par exemple. Ah oui. J'ai diminué de 30% les indemnités des élus. Oui. J'ai fait des économies surtout sur les voitures de fonction, sur le train de vie de la ville. Les associations, vous aviez touché? Pas une association, Non. évidemment pas. Sur les mineurs,
Est-ce que vous connaissez un père, une mère qui trouve normal qu'un gamin, comme on en voyait, de 8 ou 9 ans, soit tout seul? Moi, je trouve que sa place, c'est à la maison, et ça le protège. Et même vous racontez, puisque vous faisiez une allusion fine et tout en délicatesse aux Arabes, la dernière fois, j'ai rencontré une maman, elle me dit, dans mon quartier, il y a plein de mères comme ça, dans des familles monoparentales. Et elle m'a dit, on n'arrive pas à se faire respecter de nos enfants, même à cet âge-là. Leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir parce que la police les ramènera à la maison, ça nous aide. Rien que pour ça, je le referai. Bien. Alors, deuxième mesure, l'interdiction d'étendre du linge aux fenêtres. Vous connaissez la chanson de Nino Ferrer. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli, on dirait le Sud. Donc Béziers, on dirait plus le Sud, alors. Sauf que vous dites la moitié. Je l'ai interdit dans les parties touristiques de Béziers. Attendez. À Lyon, c'est interdit. Est-ce que ça vous choque qu'à Lyon, ce soit interdit? Vous le saviez pas. On parle de vous, c'est normal. Ouais. Attendez, à Paris, c'est interdit. Est-ce que ça vous choque que ce soit interdit? Moi, pas. Est-ce qu'on peut quand même mettre un drapeau français à sa fenêtre? Mais tous les drapeaux que tu veux aux fenêtres. Alors, les blouses à l'école. Alors ça, les blouses à l'école, vous voulez que tous les enfants aient des blouses, on comprend pourquoi. C'est que les riches soient pas bien en riches et les pauvres en pauvres, c'est ça? Attendez, je veux pas. J'ai proposé aux écoles maternelles et aux primaires une blouse. Je trouve que c'est sympa. Quand des petits en maternelle ont des blouses, les parents sont contents parce qu'après, le linge est pas sale. Ça, c'est le premier Et ils n'ont problème. pas à le sécher à leur fenêtre. Et ensuite, j'ajouterai que oui, dans l'école de la République, que les marques ne différencient pas les pauvres des riches, que dans un endroit, enfin, le maître et la maîtresse aient en face d'elle des enfants qu'elle va traiter de la même façon sans savoir d'où ils viennent. Je trouve que c'est Attendez, bien. Robert, et si la maîtresse met une mini-jupe, vous êtes pour ou contre? Ouais, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Je Alors, crois que c'est pas son problème. Le Je problème, c'est les continue. enfants. Armer la police municipale. Quand il va y avoir la feria à Béziers avec le Ricard, ça va être quand même... Non? Vous savez pourquoi? Non. Le problème, c'est qu'une police municipale qui n'est pas armée, c'est pour ça qu'elles sont à 90% armées, de droite comme de gauche. Et parce que quand elles ne sont pas armées, elles ne peuvent pas travailler de nuit. Ce que vous nous dites ce soir, c'est Attendez. que vous faites comme tout le monde, Non, finalement. c'est Ouais. vous qui avez un regard différent. C'est ça que j'essaye de vous Ouais, faire sentir. ouais. Et le porc dans les cantines, alors? Bien sûr qu'il y a des repas pour ne pas manger du porc dans les cantines. On donne tous les moyens aux gosses de ne pas manger ce que leur religion leur interdit de manger. Maintenant, non, on ne fera pas de repas cachés Ouais. et halal. De toute façon, c'est du cheval. Nora Mzaoui, rebonsoir. Alors, vous êtes ici ce soir dans l'une de ces émissions d'été où nous faisons le bilan de la saison écoulée. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Le bilan. On aurait pu s'imaginer que le temps serait si Le vite bilan. écoulé. On fait le bilan. Le bilan. On se remémore en chaque instant. Alors, je vous le dis tout de suite, en ce qui vous concerne, c'est extrêmement positif. Il y a un an, personne ne vous connaissait vraiment. On vous voyait dans le Before du Grand Journal de Thomas Touroud, dans les OO de Nora, et puis, comme ça a eu beaucoup de succès, vous êtes devenue chroniqueuse au Grand Journal. Merci. Ah, c'est le moment de kiffer, là. C'est le moment de kiffer, là. Profitez-en. Nora Mzaoui, mesdames, messieurs, la seule bonne nouvelle venue de Syrie depuis très longtemps. Non, c'est vrai, franchement. Alors, il y a un problème, c'est que Laurent Ruquier, dans son émission, on ne demande qu'à en rire, Non, vous avez été éliminé. Pas de ma faute, elle saura pas vous du le tout. dire. Alors ça, je Voilà. saurais complètement Et donc, il y rien. avait Jean Benguigui, qui est un spécialiste de l'humour, évidemment, qui a dit, en parlant de vous, elle ne sait pas bouger, elle ne sait pas jouer, elle ne sait même pas porter une robe. Ce qui est- Et ça, franchement, faut pas déconner, c'est très très grave. Non, puis c'était un peu, enfin, ça a été tellement dur Ouais. de recevoir tout à coup ce truc de quelqu'un qui, même si c'est la télé, on le sait, mais qui vous humilie un moment, enfin, qui vous dit un truc d'une violence alors qu'on est là pour rigoler, que finalement, Ouais. moi, non, mais finalement, c'était presque, ça m'a presque donné vraiment envie de me battre pour faire ça et de me dire, bah, c'est quand même pas à Jean Benguigui de décider, en fait. Alors, le magazine GQ vous a classé 5e française la plus drôle.
Ce qui n'est jamais arrivé à Jean Benguigui. Non, mais je sais pas. Je crois que je suis quand même derrière Bernadette Chirac. Ouais, c'est normal. Mais bon. Et puis à la radio, donc France Inter, l'émission s'appelle On va tous y passer. C'est pas faux, parce qu'après Frédéric Lopez, c'est André Manoukian qui vient d'y passer, qui est remplacé par notre ami Nagui, voilà. Et puis il y a votre spectacle, donc tous les vendredis et samedis à 21h30 au théâtre Le République à Paris. Alors c'est le portrait d'une femme d'aujourd'hui, mais en plus ballonnée quand même. Hein. Ouais, c'est pas très J'adore beau. cette vanne. Ah, merci, parce que j'hésitais à le changer. Un peu ballonnée? C'est-à-dire qu'avec le stress, souvent, mais non, là, ça va, merci. Là, ça va, d'accord. Ok. Alors, c'est marrant parce que vous racontez dans votre spectacle que la sodomie, vous n'y arrivez toujours pas, quoi. Je sais pas, non mais... On va vraiment Est-ce que vous avez vraiment essayé, sérieusement? Non, mais en fait, ce que j'explique dans mon spectacle, il ne faut pas en savoir plus, c'est qu'on a tous chacun un rapport à notre corps. Ouais. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Je compare mon anus à un œil. Alors après, si les gens... Si les gens aiment se mettre le doigt dans l'œil, ils ont qu'à se faire enculer. Ben voilà. Alors le problème, c'est sa mère. Parce que sa mère, quand elle va expliquer, elle a dit « Oh, elle est mignonne quand même. » Ah oui, elle dit « C'est très mignon quand tu dis ça. » Et là, ça devient très, très gênant, en fait. Je préférerais qu'elle trouve ça immonde et qu'on arrête d'en parler. Moi, j'ai adoré votre spectacle. J'ai découvert, d'ailleurs, que j'étais beaucoup plus clitoridienne que vaginale. Hein. Je suis là pour ça, pour faire découvrir ce genre de choses. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. Ah, non, j'ai rien contre la sodomie, hein, me regardez pas. Ouais, si. Si, non, disons que le réel problème, c'est qu'il y a comme un contentieux entre ce que j'accepte et ce qu'il accepte. Entre ce que je suis prête à faire et ce qu'il est prêt à faire. C'est pas physique, c'est pas chimique, c'est réflexologique. Mon anus est un œil. Et vous savez ce qui se passe quand on essaye de se prendre un doigt dans l'œil? Et c'est toujours le même discours, vous êtes toujours en train de nous sortir les mêmes trucs, genre ouais, l'amitié entre femmes, j'y crois pas. Non, 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 nous les mecs, on est comme ça, on est comme ça, on est solidaires, on est soudés. Vous les nanas, vous êtes jalouses, vous êtes rivales. Et honnêtement, c'est pas vrai. Il suffit d'avoir une amie un peu laide, ça se passe hyper bien. Ado, vers 15-16 ans, avec mes copines, on s'amusait à faire un truc. On s'amusait à dérouler des capotes le plus vite possible sur des concombres. Autant vous dire qu'arrivé au moment de la première fois, le choc est rude. Nora Hamza, oui, donc, au Théâtre La République, donc c'est vachement bien. Ouais, mais là, il y avait quand même beaucoup de cul, là. Ah, vous débrouillez bien. Il y a des hein. moments où je parle pas que de cul. Ah, il y a des moments... Ah bon? Ah non, non, j'en peux pas, non. Ah, bah, excuse... Alors- Si, je ne parle que de ça, là, je suis complètement influencée. Alors, Nora, comme vous avez réponse à tout, je vais vous faire une interview. Quelle est la question? Moi, je donne les réponses, vous me donnez les questions, d'accord? D'accord. J'ai plus de nouvelles. Vous vous êtes inspiré de nombreux amis pour écrire votre spectacle. Comment vont-ils? Ah, Jean Benguigui, bien sûr. Ah. Qui a vraiment eu le plus de flair à votre sujet? Vous allez encore vous fâcher avec Jean Benguigui, Thierry. Moi, je l'adore, Jean. Ah, bon. J'adore tous les Benguigui, moi. Même ceux qui chantent. Ça vous regarde pas, Thierry? Sucer, c'est tromper? Franchement, il a aucun talent. Ça fait maintenant bien 10 ans que vous êtes en thérapie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre psy? Je ne l'ai jamais dit. Bah, vous avez récemment déclaré chez Thierry Ardisson que votre psy n'avait aucun talent. 16 cm. Mais pourquoi? Il y a des chiffres qui font rire. À quelle distance pouvez-vous voir sans lunettes? Et la dernière, moi. Il y a un spectacle à voir à la rentrée sans trop vous la péter. Voilà, très bien. Voilà, bravo. Laurent Ruquier, bonsoir. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Le bilan. Le bilan. Se remémorant chaque instant. Le bilan. Alors, premier bilan, cette année encore, vous avez énormément travaillé à la télévision avec On n'est pas couché et l'émission pour tous, à la radio sur Europe 1 avec On va se gêner. Il y a les artistes que vous produisez, Michael Gregorio et Gaspard Proust, les pièces que vous écrivez, le théâtre que vous possédez, votre autobiographie dont nous allons parler, et enfin, Laurent, à partir d'1h du matin, vous faites la plonge dans un resto vietnamien, dans un resto vietnamien du 13e arrondissement, tous les soirs, et c'est là où on voit
C'est un être exceptionnel, évidemment. Alors, Laurent, vous savez que si vous continuez à bosser autant, vous n'allez jamais trouver de femme, quand même. C'est peut-être ça le but. Ah oui, d'accord. En tout cas, les téléspectateurs ne le voient peut-être pas, mais pendant que Laurent Ruquier répond à mon interview, il est en train d'écrire une pièce de théâtre sur la paume de sa main. Alors, Laurent, on dit que si vous arrêtiez de travailler, ça créerait 1000 emplois, Laurent. On vous l'a jamais dit. Non, c'est le contraire. Ah ouais. Parce que je fais autant de choses que Vous ça créez crée de des l'emploi. emplois. Bah oui, quand j'écris une pièce, il y a des gens qui travaillent sur la pièce. Voilà. Quand je produis des artistes, il y a des gens qui travaillent avec ces artistes et autour de Gaspard Proust, autour de Michael Gregorio. Il y en a encore plus parce qu'il y a tout un orchestre et beaucoup de gens qui travaillent avec lui sur scène et dans les coulisses. Et même, je vais vous surprendre, il y a un troisième artiste que je produirai à la rentrée qui s'appelle Vincent De Dienne et qui sera formidable et qui passera au Petit Héberto à partir du 1er On octobre. ira le voir parce que vous avez du nez en tous les cas. Voilà, ce sera le troisième. Gaspard Proust, c'est lui qui l'a trouvé. Ouais. Alors, Laurent, on commence avec la partie positive du bilan. Et voilà, c'est la partie positive du bilan. Et voilà. Alors, est-ce que vous avez appris à rire en rebondissant comme Philippe Bouvard? Non, écoutez, je ris déjà à ma façon, Ouais. de façon assez régulière. Ouais. Je pense que j'ai pas besoin d'avoir et d'apprendre un autre rire. Alors, le passage de témoin entre vous et Philippe Bouvard a été un moment beau, un moment fort. Il a eu des mots magnifiques. Il vous a dit « J'espère que tu vas bientôt crever, salope ». Alors, Philippe Bouvard est persuadé qu'il est victime d'un complot, en fait, et que c'est le président Pompidou qui vous a pistonné. C'est vrai? Non, mais je m'attendais pas à ce que Philippe Bouvard m'attende avec des majorettes. C'est humain. Je veux dire, ça fait 37 ans qu'il anime cette émission. Il a 84 ans. Il va continuer à faire une émission sur RTL le week-end. Tous les dimanches. Samedi et dimanche. Je fais même sa promo. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Vous êtes samedi bon, et dimanche. C'est bien. Je veux dire, il aurait été gentil avec moi. Limite, ça m'aurait déçu de ça. Alors, il a animé, c'est la dernière émission des Grosses Têtes le 28 juin. Il a quitté très dignement son siège. Il s'est dirigé vers la porte du studio à pied. Et à l'heure actuelle, il sera en train d'arriver dans le hall d'RTL. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous allez faire quoi avec cette émission? Aérer un peu, ouvrir les fenêtres, non? Vous allez- D'abord, c'est une émission que je connais bien. Pour y avoir participé en tant que grosse tête, voilà, je vais essayer de faire que cette émission vive n'est pas encore inquiet. longtemps. De m'occuper du bébé que Philippe Bouvard n'ont pas à laisser, parce que bien sûr que c'est pas lui qui a pris cette décision. Mais moi, on est venu me chercher, j'ai dit oui, je n'y suis pour rien. Bien entendu. Alors, de toute façon, vous en faites pas, Laurent. Les auditeurs qui écoutent les Grosses Têtes continueront à vous appeler Philippe. Hein, c'est pas... Mais, écoutez, j'espère non seulement que je garderai un maximum d'auditeurs d'RTL, ceux qui écoutent les Grosses Têtes en ce moment, mais aussi j'espère bien, évidemment, faire venir l'après-midi sur RTL c'est toute l'idée, des ça. auditeurs d'Europe 1 qui me suivaient depuis 15 ans. C'est pas par hasard, évidemment, qu'RTL est venu me chercher. Après, c'est le côté négatif. Profites-en, là. Je kiffe, alors. Voilà. J'espère que tu as bien kiffé le Ah oui, triomphe. oui. C'est déjà pas Parce que mal. maintenant, c'est le côté négatif, donc c'est l'émission pour tous. Alors, c'est comme le mariage pour tous, c'est ce qui vous a inspiré. C'est difficile d'appeler ça l'émission homosexuelle en même temps. Mais non, je vous rappelle qu'il n'y avait pas seulement le mariage pour tous, il y avait aussi la manif pour tous. Ah oui, c'est vrai. Tout était prêt. Hein. Catherine Barma avait remis sa petite jupe en cuir et son petit haut léopard. Que vous lui aviez acheté en 1995. Non, en 1880. Finalement, Laurent, vous n'avez pas fait beaucoup mieux que Sophia Aram. Si, quand même. Comme quoi, les Français ne travaillent pas beaucoup mieux que les Arabes. N'exagérez pas quand même, on faisait quand même plus que Ah bon? Sophia. Oui, oui, Ah oui. quand même, Ouais. quand même. Bon. En tous les cas, c'est vrai que les Français n'ont pas été sensibles au retour à la télévision de Stevie Boulet. Ce que je ne comprends pas personnellement. Parce que... Ah bah, écoutez, on a tenu combien? Un mois et demi, 2 mois peut-être? Oui, je sais bah pas oui, de toute façon, exactement. en France 2, ils n'ont rien à mettre à la place. Non, de toute façon. franchement, on a fait 8 semaines. Ouais. Avec vous, pour les news, on avait fait 5 jours. Je progresse, Ah, voilà, Thierry. et voilà. 5 jours. Parce que moi,
J'avais arrêté l'émission, je sentais la catastrophe. Bon, voilà. Et puis, alors, Laurent, dans le côté négatif du bilan... Quoi d'autre? Il y a Marine Le Pen qui vous a fait condamner à 1 000 € d'amende. Pourquoi vous aviez dit qu'elle était la fille de Jean-Marie Le Pen, non? Voilà, à peu près. C'est ça. C'est à peu près ça. Ah, ben, c'est sûr, oui. Et d'ailleurs, on a fait appel, on ne sait pas encore ce Ah qui ouais, va, ah ouais, on sait pas ce qui va se passer. Elle nous reproche d'avoir fait un arbre généalogique en forme de croix gammée. Depuis les derniers propos de Jean-Marie Le Pen, On comprend pourquoi. on ne l'a pas accusé elle, on a accusé ses antécédents et sa famille. Bon, ben voilà. C'est d'assez mauvais goût. C'est d'assez mauvais Ah, goût. lui, ce qu'il a dit, c'est de très bon goût, en revanche. Hein. Non, absolument, je vous l'ai dit. Bon, mais ben alors voilà, donc on est d'accord. vous êtes à égalité dans C'est- le mais mauvais goût. c'est- Non, 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 c'est- non, non, voilà. non. C'est- C'est plus grave de dire qu'il faut mettre les juifs dans des fours que de faire une Ah, croix bien gammée. sûr, mais ce que vous avez fait n'est pas de bon goût. On reproche Non, c'est pas- juste rappeler On ne reproche pas à quelqu'un son père ou son grand-père. Son père, il est président d'honneur du parti, c'est pour Oui, d'accord. D'accord, c'est pas Enfin, juste un mec qui habite La ailleurs. croix gammée, réduire Marine Le Pen à la croix gammée, je trouve que c'est un peu stupide. Oui. C'est tout, j'ai le Non, droit non, de vous le non, dire. attendez, mais oui, mais c'est vous qui transformez ce qu'on a fait. On est parti ce soir-là d'une étude généalogique de chaque candidat. On a pris tous les candidats et on a fait un arbre généalogique avec chaque vanne pour chaque candidat. Il se trouve que Marine Le Pen, c'est quand même pas ma faute si son père c'est Jean-Marie Le Pen. Vous pouvez pas nier ça. C'était une vanne. Ouais. Ben oui, c'était une vanne, oui. Je trouve que le mot vanne à propos de ça, je le trouve mal choisi. Mais écoutez, on n'a sûrement pas le même humour, c'est vrai. Voilà, Et ça m'arrange. Bien. et ça m'arrange aussi. Alors on est d'accord. Alors Laurent, vous publiez aux éditions du Cherche Midi vos souvenirs d'animateur radio, et ça s'appelle, bon titre, Radiographie. J'ai lu ce bouquin, je suis fasciné toujours par les enfances des gens que j'interviewe. Et quand je lis le déjeuner familial autour de la table à rallonge de la cuisine au 5e étage du HLM du Havre, tout le monde écoute RTL déjà, la valise d'RTL. Donc ce qui était drôle, c'est que ma maman notait. Ouais. Il y a 10 232 francs, Ouais. à l'époque c'était des francs dans la valise, Ouais. plus 642 francs, et on notait le montant, mais on n'avait pas le téléphone, donc je vois pas comment il aurait pu nous appeler, c'était C'est incroyable. extraordinaire. Et puis votre père, moi j'ai connu ça aussi, votre père qui circule à mobilette, alors que les mecs, ils ont tous des bagnoles, quoi. C'est vrai que mon papa a passé le permis de conduire après moi, c'est vous dire. Donc voilà, il était toujours en mobilette, alors que les autres gosses avaient leurs parents qui les emmenaient en Il voiture. rentrait du boulot, le il dimanche. avait les mains noires, et Ouais, il il utilisait avait le- du savon ça décrasse. Le fameux savon Sadécrasse. Sadécrasse. Ouais, exactement, puisqu'il était ouvrier sur les chantiers navals, le chantier de Normandie du Havre. Alors, ce qu'on apprend aussi dans ce bouquin, c'est que votre mère voulait une deuxième fille. Oui, je ne sais pas si c'est la raison à ce que... Non, vous avez passé 4 ans dans une école de filles, on apprend ça Non. aussi, Laurent. Alors, c'était le début de la mixité dans les années 60. Et moi, je suis arrivé dans l'école des filles avec 95% de filles. Parce qu'il n'y avait plus assez de place pour les garçons à l'école des garçons. Donc, j'ai été entouré pendant tout mon cursus à l'école primaire uniquement par des petites filles ben voilà. et quasiment aucun petit garçon. Et puis alors voilà, un jour, on va pas raconter toute l'histoire, mais à un moment, vous faites un concours organisé par RTL, par Jean-Bernard Hébé, et vous rentrez à RTL pour la première fois. J'ai 17 ans, Et voilà. c'est en 1980. Incroyable. On continue avec nos héros de l'actu de l'année. Ce soir, Vincent Autain et Bruno Boileau. Is all that I can give to you. C'est leur chanson. Love is more than Quand ils sont arrivés, on leur a mis ça. for two. Montpellier, 29 mai 2013, 17h45. Vous entrez dans la mairie au son de cette chanson, Nat King Cole. 500 personnes applaudissent. Dehors, ils sont 1000. 234 journalistes, plus CNN et la télé russe. Et là, l'officier d'état civil prend la parole. Sur notre interpellation, les furieux époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux. Et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. Excusez-moi. Monsieur Bruno Louis Ernest Albert Boileau,
consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques? Oui. Monsieur Vincent Jean-Claude André Jacques, consentirez-vous à prendre pour époux Monsieur Bruno Louis Ernest Albert Boileau? Oui. Is all that I give to you. Love is more than. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'officier d'état civil n'arrive pas à finir, quoi. Très mollo dans la voix, quoi. Ouais, elle aussi, elle a pris la charge du moment, je crois. Elle s'est rendue compte de ce qu'elle faisait parce qu'elle a dû le faire plein de fois, ça. Ouais. Et là, il y avait une charge émotionnelle et puis, ouais, une avancée pour la société, donc. Vous avez dit, lors du discours de la fin de la cérémonie, Vincent, « Je n'ai qu'une peur avec ce mariage, c'est que nos vies ne soient pas assez longues pour le consommer. Je t'aime. » C'est pas beau, ça? J'épouse l'homme de ma vie. Après, j'aurai la réponse à cette certitude. Le jour où il m'accompagnera sur mon lit de mort, mais en tout cas, oui, j'ai toujours cette crainte-là. Et puis, ce qui était bien, c'est que tout le monde a joué le jeu, quoi. Le maire, il a remplacé le buste de Marianne par un buste de Dalida. Même Louis Nicolas, le président du club de foot de Montpellier, a félicité les deux petites tapettes qui venaient de se marier. Dis donc. Enfin, je veux dire, c'était Absolument. vraiment... Tout le monde a été vraiment participatif. Et il y a eu la chenille. Oui, absolument. C'est bien passé, la chenille? Pas mal. T'as jamais fait la chenille, toi? Et si, je me souviens, vous étiez devant moi. Alors, sérieusement, vous avez eu quoi comme cadeau à part Najat Vallaud-Belkacem? C'était nos familles et nos amis près de nous à ce moment-là. C'est ça Ouais. le plus beau cadeau. Ouais. Ça a été un événement national. Est-ce que la nuit de noces a été un événement national? Ah bah, la chenille, quoi. On s'est mis le doigt dans l'œil. La gousse d'ail et le crucifix, là. Ouais. C'est plus bête que nature, des fois. Vous n'êtes pas pour l'homoparentalité, vous? Non. Non. Marquez, en même temps, c'est vrai qu'un mec qui aurait 2 mères juives, ça serait horrible, quand même. En tous les cas, François Hollande a fait quelque chose de bien, non? Oui, oui. Oui, bien sûr. Mitterrand, c'est la peine de mort. François Hollande, c'est le mariage pour tous. Voilà. Les grandes avancées du socialisme. Est-ce que c'est ça qu'on va retenir finalement, ou est-ce qu'on va pas retenir plutôt tout ce qui s'est passé dans les rues, où une partie de la population française a été ainsi stigmatisée, a été ainsi repoussée, rejetée, conspuée? Tout ça, c'est des blessures qui existent encore et qui perdurent aujourd'hui. Laurent, toujours pas d'accord pour vous marier? Non, pour l'instant, c'est pas. Non, mais après, on peut être pour ou contre le mariage, quel qu'il soit, hétérosexuel, homosexuel, Ouais. ça c'est un autre débat. Oui. Voilà, donc Oui, moi, je vous, suis pas- c'est le mariage en général. Moi, je suis pas quoi. spécialement pour le mariage dans tous les cas. Donc, Ouais. voilà, mais en revanche, je veux pas interdire qui que ce soit de se marier si les autres en D'accord. ont envie. C'est chacun. Ça s'appelle la tolérance. Voilà. Vous les trouvez pas mignons, Robert, franchement? Ça n'a rien à voir, moi ça me gêne pas. Ils s'aiment. On s'aiment. On peut s'aimer, c'est quand même incroyable, des gens. Moi j'ai longtemps connu des copains homosexuels qui tenaient à leurs différences, c'est-à-dire à leurs différences dans tous les domaines, et qui n'auraient pas imaginé un instant de se plier à cette cérémonie bourgeoise, ridicule, dépassée, qu'était le mariage. Robert, vous avez raison, on est loin de Pasolini, on est loin de Jean Genet. Aujourd'hui, on voit des homosexuels qui vont chez Ikea le samedi matin en poussant une poussette, un camoume dedans. Ça a changé. Les Le choses ont monde a changé. J'étais pas loin de penser comme vous, parce qu'on est d'une autre génération. Parce que moi, j'ai 51 balais, et effectivement. Mais maintenant, c'est le droit à l'indifférence qu'ils réclament. Vous devriez au moins vous féliciter Non, du mais fait de attends, notre non, je ne m'en aspiration, fais- qui est de mais- dire que nous devons tous, dans cette société, avoir les mêmes devoirs, c'est le cas, et désormais les mêmes droits. Je pense que c'est pas forcément un progrès. Voilà. Bien. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est l'écrivain et sinologue José Frêche que nous retrouverons sur le plateau après le Magnéto. Ce soir, dans notre série Les nouveaux maîtres du monde, Xi Jinping. Xi Jinping, le numéro 1 chinois, est l'un des hommes les plus puissants sur Terre. Et pourtant, il a passé son adolescence au fin fond de la campagne chinoise, dans cette maison en terre sans eau ni électricité. Qui aurait pu imaginer que 40 ans plus tard, il serait accueilli au château de Versailles avec tous les égards dus à un maître du monde? Cela dit, Xi Jinping n'est pas vraiment un enfant du peuple, puisque son père, Xi Zongun, était le vice-premier ministre de Mao Tse-tung.
Mais en 68, lors de la révolution culturelle, son père est jeté en prison. Et comme 20 millions de jeunes citadins chinois, Xi Jinping est condamné à la rééducation par le travail. À la mort de Mao, son destin bascule à nouveau. Son père revient au pouvoir avec Deng Xiaoping. Et du coup, Xi Jinping devient un prince rouge, comme on surnomme les enfants des anciens chefs du parti qui ont hérité du pouvoir. Xi Jinping est donc un homme plein de contradictions. D'un côté, il appartient à l'aristocratie du parti, mais de l'autre, il a connu la misère. D'ailleurs, pour cultiver cette image, il se mêle parfois au peuple en allant déjeuner dans des petits restos de Pékin en famille. D'un côté, Xi Jinping fait l'éloge de Mao dans ses discours. Mais de l'autre, sa fille fait ses études à Harvard sous un faux nom. Et en 2010, c'est même lui qui a permis au constructeur chinois Geely de racheter Volvo. D'un côté, la chaîne Bloomberg a révélé que des membres de sa famille avaient des comptes à l'étranger. Mais de l'autre, Xi Jinping est le champion de la lutte contre la corruption, au point d'interdire les pubs pour les produits de luxe à la télé. Résultat, Xi Jinping rassure les pauvres parce qu'il a connu la misère, il rassure les conservateurs parce qu'il n'hésite pas à censurer Internet et la presse. Quant aux classes moyennes, elles comptent sur lui pour favoriser la création d'entreprises privées. Bref, les contradictions de Xi Jinping sont à l'image de son pays. Alors on peut regretter le manque de démocratie en Chine. Mais si le peuple avait voté, aurait-il eu la sagesse de choisir un leader aussi adapté à la situation? Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. José Frêche, bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur de nombreux livres sur la Chine, parmi lesquels le fameux Dictionnaire amoureux de la Chine, paru l'an dernier chez Plon. Bienvenue parmi nous, José. Merci. Alors, Xi Jinping, c'est vrai qu'il ressemble à la Chine parce qu'il en incarne les paradoxes, le yin et le yang. Alors, on va commencer justement par ce que disait Blacko. Il est à la fois fils d'eux, donc prince rouge, et enfant du peuple, puisqu'il a vécu quand même une période très, très noire et très pauvre. Ça a été compliqué, Oui. puisqu'il fait partie de la génération qui a été envoyée à la campagne lorsqu'il y a eu la révolution culturelle. C'est un ingénieur de formation. Bon, en Chine, vous savez, l'élite est recrutée un peu comme du temps des empereurs, les mandarins, donc c'est pyramidal, c'est méritocratique, et il est arrivé effectivement tout au sommet, et aujourd'hui, on peut dire effectivement que c'est un des maîtres du monde parce que c'est le chef de l'État aujourd'hui le plus peuplé de la planète. Alors, il a un style très moderne, mais en fait, il est un pur produit du communisme. C'est-à-dire que sa femme, par exemple, est une ancienne star de la chanson. Et chanteuse de l'armée, elle est générale. Ouais, pratiquement plus célèbre que lui. Alors, il a l'air très occidental comme ça, mais en même temps, il censure Internet. C'est le yin et le yang. C'est-à-dire, ils ont cette modernité, ce capitalisme, disons-le, presque sauvage. Et à côté de ça, ce système hyper centralisé, avec un parti unique, ce système pyramidal et de type mandarinal qui existe depuis que la Chine est la Chine. Alors, continuons. Il fait l'éloge de Mao, par exemple. Donc, effectivement, il interdit les publicités du luxe à la télévision. Et en même temps, est-ce que c'est vrai que sa fille est à Harvard sous un faux nom? C'est tout à fait possible, puisqu'il y a beaucoup d'enfants de dirigeants chinois qui vont dans les grandes universités américaines. Les États-Unis exercent un attrait considérable aujourd'hui sur les élites chinoises. Continuons. Donc, lutte contre la corruption. Mais on dit que sa sœur aînée est à la tête d'une immense fortune qui serait planquée dans des paradis fiscaux. Alors la corruption, je pense que c'est le mal le plus profond et qui mine le plus le régime, beaucoup plus que les inégalités, puisque aujourd'hui, il y a 300 millions de Chinois qui font partie de la classe moyenne. La classe moyenne se développe, les très pauvres deviennent un peu moins pauvres, les très riches, et donc finalement tout ça, ça avance et ça se passe plutôt pas mal. Alors que le problème de la corruption est beaucoup plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, contrairement à hier, tout se sait. Lorsque le fils d'un dirigeant se crache sur le boulevard périphérique de Pékin dans une Ferrari, en compagnie galante, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, personne n'en aurait rien su. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui prend une photo sur un téléphone et puis c'est sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Xi Jinping a pris en main les choses. Fait nouveau, il y a un des 7 dirigeants de l'équipe précédente, c'est-à-dire vraiment le top du top de la direction de la Chine. Actuellement, il est en résidence surveillée et ses enfants sont en prison pour corruption liée au secteur pétrolier. Enfin, en tout cas, c'est sûr que dans les entourages de ces grands dirigeants, il y a des gens qui font des affaires. Et je crois qu'il faut absolument que la Chine, aujourd'hui, arrive à mettre en œuvre une politique beaucoup plus éthique pour justement empêcher ce mélange des genres,
ces conflits d'intérêts qui existent, hélas. Alors justement, dans le mélange des genres, il y a un truc que moi je ne comprends pas, c'est comment on peut mêler à ce point-là libéralisme et étatisme. Celui qui a inventé ce système, c'est Deng Xiaoping. Ouais. Deng Xiaoping qui a inventé ça au début des années 90. À l'époque, tout le monde disait ça va pas marcher, c'est impossible, parce que il y a le marché, mais le marché, ça ne va qu'avec la démocratie et Oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait avant. On disait, les Russes, plus ils seront dans le marché, plus ils seront libres, etc. Voilà. Bon. Et là, la Chine a prouvé qu'il n'en est rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transposer les systèmes occidentaux à l'ensemble du monde. Il faut se faire à l'idée qu'on est dans un monde multipolaire et que par conséquent, il faut avoir des positions pluridimensionnelles lorsque l'on juge tel et tel pays. Il y a un truc qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est en fait formé pour devenir le chef. Ah oui. Ça, c'est un peu comme la monarchie, c'est-à-dire c'est comme Philippe VI, c'est-à-dire qu'on apprend au dauphin à devenir un roi. Et donc, quand le mec arrive, évidemment, c'est mieux que Lénard, parce que ça fait des années qu'on lui apprend son métier de roi, enfin, en tout cas, de chef d'État. Et lui, il a été fait comme ça. C'est un système, je vous l'ai dit, qui est pyramidal, un peu comme l'armée. Donc, on est capitaine, et ensuite, les meilleurs capitaines deviennent commandants, les meilleurs commandants deviennent colonels. C'est l'utopie de l'ENA, c'est-à-dire à une époque, lorsque Michel Debré et le général de Gaulle ont créé l'ENA, ils avaient comme ça cette volonté de recruter des élites qui étaient fabriquées pour diriger les choses, les affaires publiques. Bon, en Chine, c'est comme ça encore, et c'est vrai que les dirigeants de la Chine aujourd'hui, ils sont programmés depuis une quinzaine d'années, et aujourd'hui, on sait déjà quelles seront les 20 personnes parmi lesquelles les 6 deviendront les futurs dirigeants de la Chine. Alors que nous, on n'en sait rien. Ah, nous, on n'en sait rien. Ils pensent quoi de notre système politique? Pour eux, cette idée qu'on puisse changer comme ça tous les 4 ans, tous les 5 ans, ça doit leur sembler aberrant. Ça doit sembler du gaspillage, dispendieux. Ils s'en fichent un peu. Ils s'en fichent un peu. Contrairement à nous, d'ailleurs, ils ne portent pas de jugement péremptoire, etc., sur nos systèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a une image tout à fait extraordinaire. Nous sommes pour les Chinois ce qu'on appelle le pays du romantisme en Chine. Donc le pays où on aimerait aller faire son voyage de noces. Messieurs, si vous étiez des Chinois, vous seriez à Paris. Vous viendriez à Paris voir la Tour Eiffel, le Louvre. Le fait que le général de Gaulle ait été le premier chef d'État à reconnaître sur le plan diplomatique la Chine populaire est également porté à notre crédit. Il y a des millions de touristes chinois qui viennent en France. Et donc la situation politique française finalement, les intéresse beaucoup moins que nos monuments, nos parfums, nos champagnes, nos paysages et notre culture. Et ils n'en sont pas au mariage pour tous, là. Ils en sont pas encore au mariage pour tous. C'est comment les mœurs, là-bas? Les mœurs sont à la fois contrôlées et assez débridées. Bon, vous avez ce qu'on appelle le système de la seconde épouse, qui est le système de la concubine. Donc, un Chinois d'un certain âge ayant fait fortune a une femme plus jeune, garde évidemment son épouse et élève ses enfants. Ça existe en France, mais là-bas, c'est officiel. Vous avez des quartiers à Shanghai et à Pékin qui sont les quartiers des secondes épouses. Des secondes épouses. Des secondes épouses qui sont d'ailleurs en général très belles, dans des très beaux appartements, et qui souvent d'ailleurs se plaignent que leurs maris, entre guillemets, ne viennent pas souvent les voir. Et donc, tout ça aussi, on commence à en parler, ça irrigue les réseaux sociaux et comme dirait l'autre, ça fait le buzz. Finalement, c'est le pays idéal si on écoute ça. Merci. Je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle Le Dictionnaire amoureux de la Chine. C'est publié chez Plomb. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Robert, merci d'avoir été avec nous. Notre terrien du samedi 20h ce soir, Patrick Hernandez. Bonsoir. Et voilà, alors Patrick Hernandez, bonsoir. Bonsoir. Cette chanson, vous en avez vendu 25 millions d'exemplaires. Vous nous raconterez pourquoi au départ personne n'en voulait, puis son succès planétaire et ce qu'elle vous rapporte encore tous les jours. Bref, à 20h, vous nous raconterez votre histoire. Je vous dirai tout. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour l'été de Gaspard. Je vous demande de vous arrêter.
Ça va, Gaspard? Ça va? Bah, c'est l'été. Hein. Ça va, les cascadeurs? Hey! Hey! Selon une étude, les maîtres des chats seraient plus intelligents que les maîtres des chiens. Ouais. Donc c'est pour ça que les camps nazis étaient gardés par des Doberman et pas par des Chartreux, c'est ça? Sinon, ça va. Alors moi, j'ai toujours pas trouvé de job d'été, donc je viens cachetonner. Ouais. Bah, on dirait pas, mais je suis intermittent. Bah, c'était soit Canal, soit le Festival d'Avignon. Donc, bon, tu me connais. Hein. Entre deux tapins, je préfère faire escorte dans un palace que travelot au bois. Tu vois. Bon, alors, qui est là cette semaine? Donc, on a Vincent et Bruno. Bruno et Vincent. Voilà. Enfin, ça sonne bien. Après, tout est relatif. Hein. Ça sonne un peu plus comme tartine et chocolat que Dolce et Gabbana. Hein. C'est un peu... En tout cas, Thierry, c'est étonnant. Je comprends pas beaucoup de gens pour tous hein, aujourd'hui. C'est spécial. Moi, cela dit, moi, je soutiens vraiment votre mariage. Enfin, dans cette période un peu moralement pénible, je trouve ça très courageux de donner un grand coup de pied dans le concept de parité. Non, parce que moi, à chaque fois que je vois un couple homme-femme, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour faire plaisir à Najat Vallaud-Belkacem. Et en hommage à votre venue, parce que je pense aussi aux couples un peu différents, j'ai composé une berceuse pour votre enfant, si vous en avez un jour, pourquoi pas. Alors, attention, c'est comptine. Fais dodo, cola, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo. Papa est en haut, il fait in vitro. Papa est en bas, il fait une GPA. Enfin, je dis ça, tout ça, j'essaye de faire un pas vers des pratiques plus originales parce que moi, je suis surtout entouré d'hétéros. Enfin, typiquement, mon producteur, Laurent Ruquier, bon, c'est typiquement... Hein. Attention, s'il vous plaît, un mec d'une classe. Alors, je veux que les spectateurs le sachent. Pardon, Laurent, hein, je sais que tu es très pudique, mais Laurent, il fait vraiment partie de ces très rares hétéros qui, pour préserver les relations de travail, ne vous présentent jamais leur femme. C'est classe. Alors que lui, je veux dire, il est toujours obligé de la ramener avec sa meuf. Alors, oui, moi et Alessandra Sublet, c'est du sérieux. Mais en tout cas, je suis devant deux papes de la télévision française et je suis assez donc ravi de vous mettre au courant de la grille télé de l'année prochaine. Ah bah oui, parce que crise oblige, on va taper dans les budgets. Ah oui, on le sait. Exemple sur France 2, Fort Boyard. Il n'y aura plus qu'une seule épreuve, relier le château à la nage. Comme les régions, des émissions devraient carrément fusionner. Ainsi, L'amour est dans le pré avec Thalassa. C'est-à-dire que, oui, les candidats pourront se taper des tons sans que ça perturbe l'équilibre écologique. Bien sûr. Après, il y aura une version un peu plus hard. Il y aura, après L'amour est dans le pré, la sodomie est dans le parking. Enfin, toutes ces choses qui... On aura aussi l'émission Splash et Pêche. Le but, c'est abattre le candidat avant même qu'il n'atteigne la piscine. Ou à défaut, le harponner une fois dans le bassin. Enfin, c'est tout, c'est des concepts intéressants. Ce soir ou jamais, qui va fusionner avec le magazine de la santé, ce qui va permettre de soigner pendant l'émission les cerveaux malades des invités. Oui, on peut pas laisser Clémentine au teint comme ça. On peut faire quelque chose pour cette dame, bien entendu. Bon. Autre émission, Qui veut gagner mon RSA? Donc c'est un conseiller Pôle emploi qui proposera des jobs à des candidats chômeurs et à chaque refus, le candidat franchira un palier et se rapprochera un peu plus du RSA. Mais la télé, c'est aussi la diversité. On pense aux minorités. Ainsi, l'émission Mots croisés va être remplacée par l'émission Sudoku Halal. C'est une émission politique où les débats seront dirigés par un prêcheur salafiste et où le participant qui dépassera son temps de parole sera amputé de la langue. En politique, le très attendu, des paroles et des tafioles. Oh mon Dieu. Le service public va s'ouvrir à d'autres religions, va être un peu plus... À vous de choisir. Le jour du Seigneur, oui, mais lequel? La culture ne sera pas en reste, des émissions philosophiques, des sortes de crossover, comme les SUV. On va fusionner Pascal le Grand Frère et Bibliothèque Médicis. Ça va donner Blaise Pascal le Grand Frère. C'est un mélange de philo et de carjacking. Sur le modèle de The Voice, Zero Voice.
l'émission typique de crise. Enfin, l'animateur est grec, donc c'était couru d'avance. Hein. Et la rentrée, évidemment, on va lancer une télé qui ressemble un peu plus aux Français, aux aspirations nouvelles. Alors, je ne sais pas, pour les 25% des lecteurs du Front National, des nouvelles, forcément, ça va aussi dans un sens plus... Un télé-shopping où on pourra régler ses achats en francs. Et puis après Pékin Express, Lampedusa Colissimo. C'est un jeu d'expédition des clandestins en puzzle. Sans oublier à la fois le jeu pédagogique mais ludique, Attention au Troisième Reich, présenté par Jean-Luc Eichmann. Bonne nouvelle, Vivement Dimanche reste, mais va bénéficier d'une nouvelle technologie, la Sono-Loupovision. C'est-à-dire le premier programme accessible aux presbytes sans lunettes et aux sourds sans sonotone. Alors, elle est pas chouette, la télé cet été? C'était Gaspard Proust, qu'on retrouvera ici tout l'été et sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Patrick Hernandez, rebonsoir. Ah, vous êtes né le 6 avril 1949 au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Votre père était pharmacien et votre mère comptable. Alors vous faites des études sans problème au lycée de Gonesse. En fait, vous voulez devenir prof d'anglais au départ, hein? À la base, oui, c'est ce que je voulais faire. À la base. Et c'est pour ça que vos parents vous envoient en Angleterre. Erreur. Grosse erreur. Et là, évidemment, vous découvrez les Beatles et la Britpop. Et vous vous dites, c'est ça que je veux faire. Oui. Quand je vois les Beatles à la télévision la première fois, en noir et blanc, chantant She Loves You, je dis, je veux faire Beatles dans la vie, voilà. je veux faire ça. Et voilà. Et donc, j'ai tout abandonné à ce moment-là. Et là, vous commencez à jouer de la guitare, fini les études, et ensuite vous perfectionnez d'ailleurs à la guitare dans les orchestres de Bâle, dans la région de Périgueux. Hein. Tout à fait. Quelques années plus tard, vous montez à Paris pour une audition chez les disques Flèche, qui était la société de Claude François. Et là, avant même de voir Claude François, une Claudette vous dit vous devriez rencontrer un groupe qui s'appelle Paris Palace Hotel. Ils cherchent un guitariste-chanteur. Et en fait, je tombe amoureux purement et simplement de la musique que ces gens faisaient. Voilà. Et j'oublie complètement mon contrat. Vous signerez avec jamais avec Claude François, en fait. Voilà. Jamais. Et je pars avec eux en galère. Voilà. Alors, le groupe Paris Palace Hotel, PPH, va sortir 3,45 tours. Faut le dire sans beaucoup de succès, Patrick. Sans aucun succès. Et en 1974, vous préparez un album sous la houlette du producteur belge Jean Van Loo. Et c'est à cette époque que vous écrivez donc Born to be Alive. En fait, au départ, vous chantez Born to be Wild, parce que c'est la chanson de Steppenwolf. Tout à fait. Et donc, l'idée de Alive me vient. Alors, par la suite, je me suis aperçu finalement que c'était un pléonasme en anglais. Né pour être en vie. Voilà. Oui. Et en même temps, c'est très fort. Et cependant, les Américains et les Anglais, et les Anglo-Saxons en général, ne m'en ont jamais tenu rigueur. Parce qu'effectivement, on est né forcément vivant, mais on vit souvent une vie étriquée. Voilà. Et voilà, c'est ce que veut dire la chanson. C'est une chanson libératoire, Il faut s'ouvrir. en fait, Il faut absolument. s'ouvrir. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, d'abord, c'est que cette chanson, au départ, c'est un rock. Un rock pur, oui. Donc, vous chantez Born to be Alive en rock pendant 3 ans avec PPH. En 1978, le groupe split, vous vous séparez. Et là, vous partez vivre dans une cabane dans les bois, dans le Périgord. C'est quoi? C'est l'époque Baba, quoi. Oui, c'est une époque Baba, puis j'ai une rupture un peu douloureuse. Donc je pars effectivement en introspection dans les bois, une cabane qui m'est prêtée par des potes. Alors, vous êtes en plein trip bucolique quand le producteur Jean Van Loo vous appelle. Il vous demande de le rejoindre en Belgique, au studio Cathy, appartenant à Marc Arian. Tu te souviens de Marc Arian? Ah non, ça ne me dit rien. Ah là, Marc Arian, c'est celui qui chantait. Elle avait un corps très fin, un joli corps, un corps de mannequin. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Elle était bête à manger du foin. Et c'est dommage, car je l'aimais bien. C'est ça ou pas? Faut sortir la nouvelle version. Faut sortir la version Ardisson. Donc vous partez là-bas pour enregistrer une chanson intitulée Making Love. Et là, un jour, pendant une pause dans le studio, vous fredonnez Born to be Alive. Jean Van Loo, avec lequel j'avais donc déjà travaillé,
l'écoute d'une manière différente. Il l'écoute comme ça, d'une manière très dépouillée, juste avec une guitare et une voix. Et à la fin de l'écoute, il me dit, écoute, on continue de travailler sur ce qu'on est en train de faire, mais je vais réfléchir à un projet autour de cette chanson. Parce qu'en fait, lui, il vous dit, pourquoi t'en fais pas un morceau disco? Vous détestez le disco à l'époque, vous êtes dans le rock'n'roll. Forcément. Vous trouvez que le disco, ça craint. Mais oui, c'est de la musique au kilomètre, je déteste ça. Voilà, c'est un purement et crève-cœur simplement. pour vous. Mais lui, il y croit vraiment. Vous comprenez pas bien sa fixette, mais comme il n'en démord pas, ben vous le faites. Et quand il écoute la maquette que l'on avait faite, il nous dit, vous avez fait une bombe atomique. Et nous, on ne comprend pas très bien, parce qu'en fait, cette chanson, moi, je la traîne depuis 74. Ah oui, c'est fou, c'est votre vieille chanson. Voilà, ouais. Et alors là, vous allez passer 9 mois en studio, et il prend donc le disque terminé, évidemment, il le présente aux maisons de disques, et il se fait rembarrer de partout. C'est-à-dire, personne ne trouve ça bien. Tout confondu, vraiment tout confondu, on s'est fait jeter pendant 6 mois, partout. Alors il dit, c'est pas grave, il dit, je vais faire le disque moi-même, je vais le produire, je vais le presser moi-même, ça marche toujours pas. Et là, le fils de ce Jean Van Loo a l'idée de presser un maxi-single pour les DJs dans les boîtes, quoi. Et en fait, même les DJ jockeys trouvent ça trop rapide. Oui, c'est trop rapide parce que ça ressemble un peu à la chanson de Sylvester, Tout à fait. You Make Me Feel, qui est un peu accélérée. Donc les gens disent, attendez, les gens peuvent pas danser là-dessus. Dès qu'on la met, ça vide la piste. Donc c'est pas une bombe atomique, là, c'est une catastrophe atomique. Là. C'est une catastrophe atomique. Et on va voir un copain en Italie qui tient un petit label à Milan. Et il trouve ça génial. Donc il dit, moi je sors ça tout de suite, immédiatement. Et là, en l'espace d'une semaine, 10 jours, ça explose purement et simplement. C'est incroyable, ça devient numéro 1 en Italie. Vous étiez à 2 doigts d'abandonner. Enfin, je veux dire, bon, plus personne n'y croyait. Bah, oui, voilà, plus personne n'y croyait. Ensuite, après l'Italie, il y aura l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre. Vous êtes dans le top 10 anglais, ce qui est rarissime pour une chanson française. Les USA et bien sûr la France. Et vous allez en vendre 25 millions d'exemplaires, mesdames et messieurs. On regarde à quoi ça ressemble. Born to be Alive, 25 millions d'exemplaires vendus. Incroyable, incroyable histoire de cette chanson que personne ne voulait. Et là, vous entamez une tournée de promo mondiale. Vous allez au Japon, vous allez en Australie, vous allez au Chili. En fait, vous avez chanté Born to be Alive 1000 fois dans des télévisions à cette époque-là. Absolument. Vous devenez une star mondiale. Et puis, en tant qu'auteur-compositeur, vous gagnez évidemment beaucoup d'argent, mais dans les années qui vont suivre, vous allez récupérer les droits de production et les droits d'édition. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire à 100% de la chanson. Ce qui, effectivement, fait de moi un homme très heureux, parce que c'est une chanson qui a une verdeur incroyable, que l'on entend autant aujourd'hui qu'on l'entendait en 1979 dans tous les pays du monde et dans toutes les discothèques du monde et dans tous les bals populaires du monde entier. Et donc, je suis un homme heureux, effectivement. Et cette chanson, on peut le dire, vous rapporte entre 1000 et 1500 euros par jour. C'est tout à fait ça, mais c'est tout cumulé, et bien évidemment, tout cumulé, mais enfin, c'est pas mal. Avant que les impôts ne passent, me Bien faire entendu. un petit coucou. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas en Belgique, bravo. Non, je suis resté ici, définitivement. Alors, là, pendant la tournée de promo mondiale, vous composez, vous enregistrez un album. Alors là, ça va coûter une fortune, ce coup-là. C'est-à-dire, vous allez en studio à Londres, à Atlanta, à Nashville, vous louez un château, enfin, je veux dire, bon. Mais, voilà, dans cet album, il n'y a pas de titre phare. Et votre erreur, c'est en fait de ne pas avoir accepté que quelqu'un vous le compose. Par exemple, quand on prend Kim Carnes, Bette Davis Eyes, l'album, c'est son album, mais la chanson phare de l'album, c'est pas elle qui l'a écrite. Tout à fait. Et c'est ce qui me manque. J'aurais dû avoir la lucidité, en fait, d'appeler à l'aide. Surtout qu'à l'époque, quand on est numéro 1 dans le monde entier, l'aide vient toute seule. Il aurait tout le monde aurait été ravi. Peut-être, on ne sait jamais. Alors aujourd'hui, Patrick, tout va bien. Vous menez une vie paisible chez vous, à l'Île-sur-Sorgue, dans le Vaucluse. Vous avez un home studio, mais vous ne faites de la musique que pour vos potes, quoi.
C'est un peu ça. Je fais de la musique pour moi, d'abord parce que c'est un besoin. Je suis un peu comme un peintre qui a besoin de peindre le matin de temps en temps quand il se réveille. Il m'arrive de temps en temps de faire des duos avec des gens, pour le plaisir de les faire aussi. Donc j'ai fait un duo avec George Ben, par exemple, au Brésil. Et donc voilà, je fais de la musique pour le plaisir de faire de la musique. Alors, qu'est-ce que vous auriez préféré en fait? 25 millions d'albums avec un morceau ou 1 million d'albums avec 25 morceaux? J'aurais préféré faire une carrière normale, c'est-à-dire en vendre 3 du premier, en vendre 100 du second, etc. Et monter et finir effectivement par un tube mondial. Le fait d'avoir fait un succès planétaire est vraiment, d'abord, alors c'est une bénédiction aujourd'hui, et je suis conscient que c'est une vraie bénédiction. Pour le compositeur que je suis, c'est un peu une galère quand même, parce que j'aurais adoré présenter d'autres choses. Bien sûr, bien sûr. Merci, voilà. C'était SLT Summer 2014, votre talk de l'été, avec Nora Hamzaoui, Robert Ménard, maire de Béziers, Laurent Ruquier, les grosses têtes sur RTL, et puis votre bouquin, Radiographie, excellent, très sympa. Vincent Autain, Bruno Boileau, premier coup, homo avec Passé devant le maire, José Frêche, écrivain et sinologue, et Patrick Hernandez. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Bon Summer 2014. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.